Bonjour à tous. Des difficultés techniques et des budgets en souffrance mettent en danger l'accès de tous les Français à la fibre optique. La politique est pour l'heure très discrète sur ce sujet, alors que la filière et les collectivités locales qui portent ce projet au plus près des utilisateurs réclament toute l'attention du politique. On verra donc dans cette édition ce qui bloque, ce qui fâche, des inquiétudes, mais aussi des propositions issues des territoires. Ce sera dans la grande interview de Séverine Reynaud, vice-présidente de l'AVICA. On aura aussi dans cette édition un focus sur le Data Act ou encore comment ce règlement doit atteindre ses objectifs. Mais d'abord, on passe à notre question sur un rapport qui vient d'être rendu. Gamers et influenceurs, des cibles exposées. C'est tout de suite dans Smart Tech. Le rapport dont on va parler, gamers et influenceurs, quelles menaces et comment mieux les protéger, c'est le fruit d'une réflexion menée par un groupe de travail de la réserve citoyenne de la Gendarmerie nationale qui met en lumière les attaques cyber dont ils sont la cible. Et pour en parler, nous sommes connectés avec celui qui a présidé ces travaux et ce rapport, Damien Bancal, bonjour. Bonjour. Damien, je rappelle, vous êtes un spécialiste évidemment des questions de cybersécurité, de lutte contre le cybercrime, le fondateur de datasecuritybreach.fr et de zataz.com qu'on connaît bien. Alors, d'abord une première question, pourquoi ce rapport? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques, des risques cyber spécifiques qui visent les gamers et les influenceurs? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport est parti d'une idée de la Gendarmerie nationale qui souhaitait justement mettre le doigt sur un pan de ce numérique, de cette informatique qui impacte tout le monde, vous et moi, les petits comme les grands, plus exactement, les gamers, les joueurs. Et dans cette partie-là, on a ces fameux influenceurs, on l'a vu il y a quelques mois, des influenceurs qui peuvent être très positifs en apportant de la culture, de la joie, en tout cas de l'amusement, mais aussi des problématiques de ces influenceurs qui peuvent tomber sur du cyberharcèlement, qui peuvent tomber sur des populations qui clairement vont tenter de nuire et donc faire de la cybercriminalité. Donc, vous parlez en fait des créateurs de contenu, c'est ça, qui sont particulièrement visés par les cyberharcèlements, la sextorsion dont on a parlé aussi dans Smart Tech il n'y a pas très longtemps? Oui, tout à fait, parce que qu'est-ce qu'un influenceur, un cyber-influenceur? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est votre enfant, c'est votre grand frère, c'est peut-être même votre grand-mère. Ce sont des gens qui, sur les réseaux sociaux, vont parler de leur passion, vont commencer à avoir du monde, les fameux followers, ceux qui suivent, vont potentiellement, dans certains cas, pouvoir en vivre parce qu'ils vont avoir des sponsors, des partenaires, etc., etc. Et donc, on a aussi, malheureusement, des populations qui ont clairement une envie de nuire par ce cyberharcèlement. Alors, c'est soit par de la menace, c'est soit par de la diffusion de fake news, de fausses informations. Et donc tout ça, psychologiquement, peut atteindre des populations, peut atteindre ces fameux influenceurs ou influenceuses, comme les gamers d'ailleurs, qui peuvent être eux-mêmes cyberharcelés, qu'on soit jeune, 7 à 77 ans, qu'on soit joueur, et on peut être cyberharcelé aussi par des gens qui n'aiment pas perdre, par exemple. Et donc, du coup, ça a été très intéressant de gratter un petit peu ce milieu, d'abord pour comprendre où venaient les problématiques, mais aussi surtout comment pouvoir s'en protéger. Qu'est-ce que vous avez découvert tout au long de cette enquête qui a duré 1 an et quelles sont vos recommandations? Alors, dans cette enquête, en fait, d'abord, on a eu pas mal d'éléments, avec un sondage où on a demandé aux gamers et influenceurs de nous répondre à un certain nombre de questions. Et par exemple, on a découvert que quasiment plus de la moitié avaient vécu un cyberharcèlement. Alors, soit, on va dire léger, mais je considère qu'un cyberharcèlement n'est jamais léger. Ce sont des gens qui ont été menacés. Alors, menacés par du numérique, mais aussi pour certains menacés dans l'aspect « je vais venir chez toi pour tout casser ou voire même te casser la figure ». Ça, c'est complètement fou. C'est souvent des paroles en l'air, mais il n'y a jamais de paroles en l'air. Il faut jamais laisser passer ça. Et un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie nationale, par exemple, ou de la police nationale, n'est jamais à exclure. Ensuite, ce qu'on a découvert, ce sont les malveillances à l'encontre des influenceuses ou des gameuses, des joueuses. Oui, alors ça, c'est d'ailleurs un élément que je mets en exergue en ce moment. Je suis en train de rencontrer plus d'une 60aine de classes un peu partout en Europe. Je dis très clairement aux joueurs, aux garçons, ce n'est pas parce que c'est une fille, c'est pas parce qu'elle joue mieux que toi, et ça arrive très souvent, qu'on doit se permettre d'avoir des propos qui sont totalement intolérables. Donc on s'est rendu compte de tout ça. Et comment s'en protéger? C'est simple, comme ça ne l'est pas. Alors d'abord, la protection, c'est de pouvoir avoir un environnement avec des gens qu'on connaît dans le jeu vidéo. Mais quand on est influenceur ou influenceuse, c'est plus compliqué. Donc ne jamais hésiter à bannir, ne jamais hésiter surtout à faire remonter auprès des X, des Twitter, des Twitch, que sais-je encore, tout simplement ces populations qui sont clairement malveillantes. Et le dernier point, ne jamais
Ne jamais avoir peur, voilà, jamais avoir peur de déposer plainte, d'aller et voilà, d'informer les autorités compétentes qui feront arrêter potentiellement ce genre de délit. Mais vous dites aussi qu'il y a un manque de protection efficace. Qu'est-ce qu'elles doivent changer, justement, ces autorités, pour mieux nous protéger? Alors, je vais être très honnête avec vous, les autorités aujourd'hui mettent de plus en plus de moyens et d'hommes. Un exemple très concret, là, au moment où on se parle, les gendarmes sont dans ce grand salon du jeu vidéo pour parler justement de la protection des données, de la protection du joueur, de la protection de l'influenceuse et de l'influenceur. Alors, eux sont là, mais ils ne pourront pas agir si on ne les alerte pas, si on ne dépose pas plainte, si on ne montre pas du doigt, eh bien, ces personnes qui pensent que sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc là, clairement, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les autorités. Ne pas avoir peur non plus d'alerter. J'arrête pas de le dire, mais alerter, c'est sauver les autres. Donc voilà, j'ai un problème de cyberharcèlement. J'ai vu un début de cyberharcèlement impactant un autre joueur, un autre influenceur, une jeune influenceuse, que sais-je encore. J'alerte, je préviens. Parce qu'il faut que ça arrête, il faut que la peur change de camp, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Souvent, ce cyberharceleur ou cette cyberharceleuse, ce sont des personnes qui sont aussi un petit peu seules. Et donc, je pense aussi qu'on pourrait potentiellement les aider, les protéger. Donc, alerter aussi, c'est de leur dire on va arrêter parce que votre vie future risquerait d'être un petit peu ternie par une amende. Donc ce que vous dites aussi dans ce rapport, hein, c'est qu'il faut arrêter de tolérer finalement Ah ces oui. abus et ne pas s'y habituer. Merci beaucoup Damien Bancal. Donc j'invite à lire ce rapport. En fait, c'est pas juste un rapport pour les autorités, c'est un rapport pour nous tous. Je rappelle aussi que vous êtes cyberchercheur, fondateur de datasecuritybridge.fr et zatas.com où on peut bien s'informer sur ces risques cyber. Merci encore. Finir le plan France très haut débit n'est pas une évidence. Des difficultés techniques, des budgets en souffrance mettent en danger aujourd'hui l'accès de tous les Français à la fibre optique. Alors que le sujet du numérique a été dispatché, j'ai envie de dire, entre plusieurs ministères, à Bercy, à la recherche, à l'industrie. On voit un politique donc qui se fait très discret sur ce sujet du très haut débit, pour ne pas dire absent. Les collectivités, elles, accumulent les préoccupations, les inquiétudes. Tout le secteur est à la recherche de solutions. Donc on va parler de ce qui fâche, de ce qui bloque et du point de vue de ces collectivités qui portent ce sujet au plus près des utilisateurs dans les territoires. C'est donc la grande interview aujourd'hui de Séverine Reynaud, vice-présidente de l'AVICA. Bonjour Séverine Reynaud. Bonjour. Vice-présidente également du département de la Loire en charge du numérique. Un petit mot sur l'AVICA. L'AVICA, c'est l'organisme qui fédère les collectivités françaises mobilisées justement sur ces questions d'aménagement numérique des territoires. Alors quand je vous ai rencontré à Strasbourg et écouté, alors que vous étiez sur scène pour l'Université de la transition numérique des territoires, il y avait ce grand sujet de préoccupation qui était la complétude de ce plan France très haut débit. Pourquoi, si vous pouvez nous résumer, vous avez évoqué une quarantaine de préoccupations. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Alors oui, ça c'est une des principales préoccupations que les collectivités ont, parce que ce plan France très haut débit annonçait la complétude à horizon 2025, c'est-à-dire demain, Oui. Et on n'y est pas. Alors, dans les zones RIP, les réseaux d'initiative publique, c'est-à-dire les zones qui ont été déployées par les collectivités elles-mêmes, la complétude est nettement supérieure aux zones AMI et aux zones très denses, où là, on n'y arrive pas vraiment. Donc, il y a des problématiques parce que on commence à parler de solutions intermédiaires qui peuvent être, par exemple, les satellites, la 5G. Sauf que nos concitoyens, on leur a vendu, nous les élus, on leur a vendu quand même une complétude totale En fibre optique. qu'on ne respecte pas vraiment. En fibre optique. Donc ça pose problème parce qu'il y a ce décommissionnement du cuivre qui arrive à grands pas, puisque la fermeture commerciale est prévue pour 2026, c'est-à-dire après-demain, et la fermeture technique est prévue pour 2030. Mais alors, pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui vous préoccupe si finalement on nous dit dans les raccordements, les cas les plus complexes, on va de toute façon trouver des solutions. Il y aura peut-être des alternatives comme le satellite, vous l'avez évoqué. Il y aura un chèque en plus du gouvernement pour aider les foyers qui ne peuvent pas payer finalement les frais d'installation. Pourquoi vous vous dites, mais quand même, il y aura une injustice dans l'accès des Français au très haut débit ? Déjà parce que le cuivre était un service universel.
Donc tout le monde avait droit, comme on a droit à l'eau, à l'électricité, on avait droit aux télécoms. Aujourd'hui, on est en train d'ajouter énormément d'usages. Je pense par exemple dans les usages qui vont être indispensables et vitaux, le maintien à domicile par exemple des personnes âgées. C'est quelque chose qui touche le département où je vis grandement, puisqu'on a un vieillissement de la population qui est supérieur à la moyenne nationale, mais c'est un problème français, c'est pas un problème que de la Loire, ligérien, c'est un problème français. Donc si on amène des usages auprès de ces personnes-là, il faut une connexion qui soit fiable à 100%, et notamment à travers la fibre. Donc après, vous me dites, effectivement, dans les zones, ce qu'on appelle les zones privatives, des gens n'ont pas les moyens de s'équiper, Oui. de tirer le câble de chez eux jusqu'à la voie publique, on va dire, ou n'en ont pas envie parce qu'ils ont une ADSL tout à fait convenable et après tout, ils se disent bah, c'est pas vous qui, c'est vous qui me demandez de changer de technologie, moi c'est pas mon souhait, je vois pas pourquoi je prendrais en charge 1000, 2000, 3000 euros de travaux de génie civil chez moi. Donc ça pose quand même cette question-là. Alors il y a une expérimentation qui a été annoncée par l'État, mais ça, moi j'ai pas entendu que c'était quelque chose qui allait vraiment se mettre en place rapidement et de façon pérenne. Donc il y a quand même cette inquiétude-là, elle demeure, hein. Voilà. Pourquoi est-ce que j'entends du côté de la Vicat vraiment un appel à faire de ce sujet du très haut débit en France et de la fibre optique pour tous, voilà, un sujet d'engagement politique. Pourquoi est-ce que vous avez besoin du politique dessus alors que c'est au départ quand même un problème technique, un problème de génie civil justement sur des raccordements complexes? Qu'est-ce que vous attendez du politique? En fait, on attend que l'État respecte ses engagements. Alors, l'État a pris un engagement avec France Très Haut Débit, une complétude de 100% en 2025. Bon, on n'y est pas, on peut comprendre hein, qu'on a déployé très vite, puisqu'on est les bons élèves européens sur ce sujet-là. Ceci dit, si l'État n'y va pas, on arrive en fait, si vous voulez, dans les raccordements complexes aujourd'hui, même dans les zones RIP. Hein, on arrive sur les raccordements complexes qui ont déjà une problématique de répartition financière, puisque sur une zone RIP, c'est en moyenne 2000 euros, un raccordement complexe. Sur une zone AMI, alors je rappelle, hein, les zones AMI sont déployées par Orange ou SFR selon les endroits, ou les zones très denses, c'est-à-dire les métropoles massivement, les grosses villes, c'est du 400-500 euros. Donc l'investissement, donc les collectivités, si l'État n'y va pas, vont être obligées de remettre des financements au bassinet, si je peux me permettre. Puis après, on va nous accuser de creuser la dette publique, donc ce qui n'est pas pour nous plaire. Donc l'État doit prendre ses responsabilités et finaliser ce déploiement, nous aider à finaliser. C'est ce qu'on disait à Strasbourg lorsque vous étiez présente, hein, lors de la table ronde. La filière, à travers Infranum, est prête. La VICAT, donc c'est-à-dire l'ensemble des collectivités, hein, que ce soit les syndicats, les régions, les départements, les communes ou les métropoles, on est prêt. Il nous manque en fait l'État qui se saisisse un peu. Et c'est vrai que le signal qui est envoyé au niveau national avec une répartition du numérique dans différents ministères, c'est pas très clair, on ne sait pas trop quel ministère s'occupe de quoi, nous envoie pas un signal très positif. Et il y a des sujets réels à régler. On l'a vu, alors moi je viens de la commune de Rive-de-Gier, vous avez dû voir l'actualité qui a été inondée dernièrement. Moi, ça m'a quand même pas mal questionné si les réseaux tombent à travers des inondations, des éboulements, etc. En fait, on ne peut plus rien faire. On n'est plus. Je me disais, si jamais on n'avait pas ces moyens télécoms, on a la chance, ils ne sont pas tombés. On fait comment? Donc, il y a la résilience aussi qui est super importante. Déployer, c'est bien, mais déployer un réseau qui est sécurisé et qui est relativement pérenne,
c'est encore mieux. Donc là aussi, il y a le plan numérique 2030 que l'on pousse et dont avec les fameuses 40 préoccupations, je crois qu'il y en a 43, qui doivent faire l'objet de lois. Alors pas 40 lois, hein, mais des lois qui englobent les problématiques que l'on a déjà soulevées, qu'on a déjà mis sur la table, et on attend de l'État qui s'en saisisse. Oui, alors il y a cette question du financement. La Caisse des dépôts, je l'ai entendu dire justement sur cet événement qu'il faudra un outil pour financer finalement collectivement les investissements qui n'étaient pas prévus il y a 10 ans, parce que tout n'a pas été anticipé. Ce qui n'a pas pu être non plus anticipé, c'est tous ces travaux, vous l'avez dit, sur la résilience, avec la question de la durée de vie finalement du réseau et la résistance aux catastrophes climatiques, par exemple. L'AVICA demande aussi de créer une structure pour le génie civil manquant. Et puis, on a donc Patrick Chaize, sénateur, président de l'AVICA, qui a un projet de loi sous le coude. Qu'est-ce qu'il dit, ce projet de loi, et est-ce qu'il pourrait être déposé là, dans les jours qui viennent ? Alors écoutez, Patrick Chaize, ça fait plusieurs années qu'il porte ce sujet, et notamment dans ce projet de loi, le fonds de péréquation. Alors expliquez-nous. Des différences, voilà, les différences que l'on trouve entre les zones RIP et les zones AMI et les zones très denses, qui ne sont pas équitables. Et la vraie difficulté, c'est que les collectivités ont engagé énormément d'argent pour déployer sur les zones rurales. Et aujourd'hui, on comprend on mesure à quel point, avec les usages qui se rajoutent, il était essentiel de le faire. Parce que sinon, on aurait eu comme en Allemagne, et c'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ils déploient, c'est les opérateurs d'infrastructures qui déploient sur des zones très denses, parce que l'entreprise a besoin d'une rentabilité, ce qu'on comprend tout à fait. Mais par contre, dans les zones rurales, ça n'avance pas très très vite. Nous, oui, les collectivités, on s'est alliés, on s'est mis ensemble pour financer ces RIP, ces réseaux d'initiatives publiques, et aller chercher, j'ai envie de dire, la cabane de chasseurs, c'est ce qu'on a fait dans la Loire, pouvoir la fibrer. Ça a eu un coût, et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ces RIP pourraient avoir un modèle économique qui ne soit pas viable. Et c'est tout simplement pas acceptable que des collectivités investissent de l'argent public aussi massivement et qu'on se retrouve avec des réseaux qui ne soient pas économiquement pérennes. Donc, il faut mettre en place un fonds de péréquation. Et ce fonds de péréquation, ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'en voit pas le jour. C'est un peu ce qui s'est fait avec le FACÉ au niveau électrique, et qui permettrait justement assurer la résilience des réseaux, mais aussi d'aller déployer les nouvelles habitations qui pourraient se construire de façon pérenne. Voilà, donc ça fait partie des choses essentielles que l'on a dans ce projet de loi. Et alors ce projet de loi, il est où ? Dans ce projet Parce de que loi. oui, ça fait longtemps que Patrick Chaize l'a préparé avec vous, avec toutes les équipes, toutes les collectivités, mais il en est où ? Eh ben, il en est qu'il a envoyé tous ces points, il y a 43 points qui sont listés, qui peuvent être regroupés d'ailleurs dans des articles de loi, mais il y a une liste exhaustive, on dira, des problématiques. Vous allez y retrouver, par exemple, on n'en a pas parlé sur la table ronde, mais le devenir des poteaux d'orange, parce qu'une fois qu'on aura enlevé le cuivre, que vont devenir ces poteaux, ou peut-être on a une fibre qui passe? Est-ce que la collectivité va devoir une redevance à Orange qui n'utilise pas? Est-ce qu'on va récupérer les poteaux? Quand on a une problématique d'un poteau qui est défaillant, souvent Orange intervient tardivement. Donc, et le maire, lui, sa responsabilité, c'est la mise en sécurité de ses concitoyens. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites questions qui ont l'air anodines, mais qui sont essentielles, en fait, pour les collectivités, qui ne sont pas réglées. Et donc, Patrick Chaize, en septembre, quand le gouvernement s'est constitué, ont envoyé, donc avec l'AVICA, cette liste. Donc après, je ne sais pas, à l'heure où on se parle, si cette liste, elle a été... on a obtenu un retour, pas à ma connaissance encore. Mais en tout cas, Patrick Chaize, on peut compter sur lui
pour porter ces sujets et les pousser. Hein. Alors, le projet de loi de finances 2025 vous inquiète aussi. Bon, je ne connais pas, ça dit, un secteur qui ne soit pas contrarié par ce que contient ce plan, mais bon, on nous dit qu'il faut faire un effort collectif. Qu'est-ce qui vous préoccupe, vous, dans ce projet de loi de finances ? Qu'on ne réalise pas qu'on est sur un réseau aujourd'hui qui est essentiel. Et quand je dis essentiel, je parlais des événements climatiques, mais on peut revenir sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Jeux Olympiques quand le sabotage, il a été fait sur quoi? Au niveau de la SNCF, sur les télécoms. Ouais. C'est une coupure de câble fibre qui s'est passée parce que c'est la meilleure façon de paralyser aujourd'hui un pays. C'est celui-là. Donc, pas prendre la mesure qu'on a un réseau qui est devenu essentiel, indispensable, et on n'est qu'au début de... Pour moi, on change de monde, on est en train de changer de monde, on rajoute de l'intelligence artificielle, donc on a besoin aussi de cybersécurité. Mais là, si on parle juste du projet de loi de finances, il y a un coup de rabot quand même qui est prévu sur le plan France très haut débit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les collectivités qui vont devoir assurer la trésorerie de l'État finalement? Bah écoutez, moi j'espère que l'État va revoir sa copie parce que les collectivités, et moi je siège au département de la Loire, c'est compliqué. Ouais. On a des baisses drastiques, des recettes, on n'a plus d'impôts de fiscalité directe, donc on est acculé avec des augmentations chaque fois qui sont décidées par l'État, quand l'État augmente le RSA, alors même si on est content pour nos concitoyens, bah nous ça se traduit en millions, sans jamais les compensations annoncées au démarrage de la délocalisation du RSA. Donc les collectivités, est-ce qu'elles auront les moyens? J'en suis pas sûre. Séverine Reynaud, je ne le crois pas. J'ai bien compris votre point. Je voulais qu'on termine très rapidement pour le coup avec des questions courtes et des réponses courtes si vous pouvez, avec l'interview express. Alors, ce sont des questions très binaires, vous allez voir. Oui ou non, tous les Français auront accès à la fibre optique? J'ai envie de dire oui, là. Pour ou contre des solutions alternatives dans les cas de raccordement complexe, solutions comme le satellite? Eh bien, je dirais contre, parce que sinon, ils vont y aller trop vite. Vrai ou faux, les élus et les Français aussi ne sont pas toujours convaincus de l'intérêt de passer à la fibre optique? Vrai. D'où la nécessité d'un plan de communication nationale qu'on attend avec impatience. Ah ouais, sur lequel vous attendez le politique aussi, j'imagine. Oui. J'aime ou j'aime pas la fin des communications par le réseau historique sur le cuivre? Bon, je ne sais pas si j'aime, mais je pense que c'est à venir. C'est beaucoup plus vertueux la fibre que le cuivre. Hein. J'y crois ou j'y crois pas à l'aboutissement du plan France très haut débit comme prévu en 2025? J'y crois, mais pas 2025. Avec un petit décalage. Merci beaucoup. C'était donc votre grande interview, Séverine Reynaud. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'AVICA. Merci. On termine cette édition avec Sophie de Kermingui, avocate, membre du Cercle de la Donnée. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au règlement européen du 13 décembre 2023, autrement dit le Data Act. En quelques mots, quel est l'objectif de ce nouveau règlement européen ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce nouveau règlement, il fait partie de la réglementation européenne sur le numérique, au même titre que le DSA et le DMA, qui a pour objectif, en fait, de réguler un peu le marché, notamment en raison d'une trop grande concentration des données au nom d'une certaine souveraineté européenne. Et alors, plus spécifiquement, le Data Act, lui, en fait, a été pensé face à la prolifération des objets connectés. Donc aujourd'hui, on en a un peu tous dans nos vies. Il y a les montres connectées, les frigos connectés, les voitures, mais il y a aussi les smartphones et les ordinateurs portables. Et donc, en fait, ces outils conduisent à une vraie prolifération aussi des données. Et donc, ces outils sont en fait mis sur le marché par des entreprises qui sont principalement américaines ou asiatiques. Et en fait, on voit aujourd'hui un problème d'accès aux données qui sont générées par ces outils par les entreprises européennes, en fait, parce qu'il y a une trop grande concentration des données. Et donc, ça pose un problème en termes de compétitivité.
Donc le Data Act, en fait, a pour but de résoudre en fait cet écueil et pose aussi certains principes sur le marché du cloud, du logiciel cloud. Mais quand on entend règlement données, on pense au RGPD, le règlement sur la protection des données. Comment est-ce qu'il vient compléter ce RGPD, le Data Act ? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait le Data Act, il y a le mot data dedans effectivement, mais en fait il est beaucoup plus large que le RGPD. D'accord. Il ne concerne pas que les données personnelles, mais l'ensemble des données qui sont générées par l'utilisation d'un objet connecté et des applications qui sont reliées. Donc c'est beaucoup plus large, mais aussi les données qui sont générées par des événements, par exemple la vitesse ou la température et les métadonnées. Et ce qui est intéressant, c'est que les droits qui sont prévus dans ce texte ne concernent pas que les particuliers, mais aussi des entreprises. Donc c'est quand même plus large que le RGPD. Alors, pour la partie objets connectés, quelles sont les entreprises qui sont concernées aujourd'hui par ce nouveau texte et les principales obligations qui pèsent sur elles ? Alors, en fait, les entreprises qui vont être concernées en ce qui concerne les obligations, ce sont les détenteurs de données. Alors, qui sont les détenteurs de données ? C'est les entreprises qui contrôlent l'accès aux données qui sont générées par les objets connectés et les applications. Alors, bien souvent, c'est les fabricants et les concepteurs de ces objets. Par exemple, pour prendre un exemple qui parle un peu à tout le monde, Apple, qui conçoit et produit des montres connectées, va être considéré comme un détenteur de données. D'accord. Alors, il va être obligé désormais de donner un accès aux utilisateurs à l'ensemble des données générées par la montre. Et l'utilisateur, ça peut être ou un particulier ou une entreprise. Et pour les entreprises qui nous écoutent, ce qui est intéressant pour ce qui est prévu dans le Data Act, qui ne prévoit pas que des obligations, mais aussi des droits, c'est que cet accès aux données peut être donné à l'utilisateur ou à une entreprise désignée par l'utilisateur. Et alors, pourquoi, en fait, un utilisateur voudrait donner un accès à ces données à une entreprise ? Le texte donne, en fait, 2 grandes idées. La première, qui est vraiment intéressante, c'est de donner accès à ces données en contrepartie d'une compensation économique. Donc là, on voit le principe de monétisation des données qui arrivent dans ce texte, qui est assez novateur. Et la deuxième raison qui pourrait conduire à ce que vous donniez accès, c'est pour que cette entreprise vous fournisse un nouveau service. Par exemple, une application mobile ou un service de réparation des objets connectés. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, ça va permettre un partage des données et donc permettre aux entreprises européennes de proposer des nouveaux services sur le marché. Alors, vous avez évoqué là au départ les éditeurs de logiciels cloud, donc qui sont concernés par ce Data Act. En quoi précisément ? Alors effectivement, on a tendance à penser que le Data Act ne concerne que les objets connectés, mais en fait pas seulement. Et donc c'est surtout cette deuxième partie sur le marché du cloud qui en fait va concerner beaucoup d'entreprises parce que c'est tous les éditeurs de logiciels cloud qui sont concernés. Désormais, en fait, ils vont devoir donner un accès aux entreprises utilisatrices de leur logiciel à toutes leurs données à la fin du contrat. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont devoir leur fournir une assistance au changement de prestataire cloud. Et aussi quand l'entreprise veut passer dans un mode on-premise. Donc tout ça, c'est pour en fait permettre une meilleure concurrence sur le marché du cloud, qu'on sait qui est assez peu concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment des éléments nouveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le Data Act va venir encadrer strictement cette phase de réversibilité en prévoyant des délais précis et aussi une élimination des coûts qui seront facturés par l'éditeur à horizon 2027. Bon, ben voilà, donc on a 1 an pour Exactement, pour se mettre en conformité, entre en application prévue le 12 septembre 2025. Merci beaucoup, Sophie de Kermingui. Je rappelle que vous êtes avocate et membre du Cercle de la Donnée. Et puis merci à vous tous de nous suivre avec fidélité. Smartech, c'est sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.